Je suis très heureuse de venir à Troyes aujourd'hui, c'est la première fois que je viens à Troyes en plus, vous présenter ce livre dans ce jour de manifestation contre l'extrême droite. Donc, ce livre qui est malheureusement d'une actualité vraiment centrale. Donc c'est le premier livre que publie l'Institut La Boétie. L'Institut La Boétie, c'est je pense que peut-être vous connaissez ou pas, je ne sais pas, c'est une sorte d'institut qui est à la fois un institut de formation, un institut de réflexion, qui est co-présidé par Jean-Luc Mélenchon et Clémence Guettet et qui est organisé par département. Et donc il y a un département de sociologie que je co-anime avec Adrien Clouet, qui est député de la France Insoumise. Et donc l'Institut La Boétie a une nouvelle activité depuis quelques mois, qui est que nous publions des livres. Et Charles Beigbeder, qui est donc le frère du Beigbeder que nous connaissons tous, qui gère la société financière Audacia, qui a été aussi le président de Croissance Plus, et qui fait partie des patrons qui ont aidé Marion Maréchal Le Pen à lever des fonds pour créer son école de sciences politiques, économiques et sociales à Lyon, il y a, je ne sais plus quand, 6 ou 7 ans, un petit peu plus peut-être. Charles Gave, que vous connaissez peut-être, qui lui aussi est très actif sur les réseaux sociaux, et qui dirige une société de conseil financier, ainsi qu'un think tank lui aussi, l'Institut des Libertés. Donc, bon, je ne vais pas tous les citer, mais il y a donc de plus en plus de patrons qui prennent des positions publiques et qui contredisent complètement l'idée qu'on avait sur l'extrême droite jusqu'ici, qui était que l'extrême droite, en fait, ça n'intéressait, pour le patronat, que les petits patrons, et donc c'était les petits commerçants, les petits patrons. C'est plus vrai, ce sont plus les petits commerçants et les petits patrons qui se tournent uniquement vers l'extrême droite parmi le patronat. Attention, hein, tous les petits commerçants ne votent pas l'extrême droite, c'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, ce n'est plus que dans ces couches-là de la population, de ces couches-là du patronat qu'on se tourne vers l'extrême droite, c'est aussi des grands patrons du CAC 40. Et quand on regarde plus précisément d'ailleurs, de quel secteur ils sont issus? Ils sont issus principalement en France du secteur de la tech et du secteur de la finance. Alors, c'est la même situation aux États-Unis, puisque c'est la même situation aux États-Unis, pas seulement depuis la récente élection de Donald Trump, mais depuis sa première élection en 2016, puisque Donald Trump était déjà à ce moment-là soutenu par une part non négligeable du patronat, alors qu'il était présenté médiatiquement comme une sorte de trublion, soutenu par personne, un type incontrôlable, et que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Hillary Clinton était à ce moment-là présentée comme la candidate de Wall Street, la candidate soutenue par un patronat un peu raisonnable, etc. Mais Donald Trump, bien qu'il ait été présenté comme une sorte d'outsider, il était en fait déjà très soutenu par des gens très puissants, alors un petit peu moins qu'aujourd'hui, mais déjà par des gens très puissants, comme Robert Meltzer, Joan Palmer, Phil Ruffin, Doug Manchester et toute une série d'autres gens, là aussi, principalement issus de la finance alternative, de l'immobilier, du tabac et de l'énergie. Et ce qui a changé dans la dernière élection, c'est qu'à tous ces secteurs patronaux qui soutenaient déjà Donald Trump en 2016, s'est rajouté, comme vous le savez tous, le secteur de la tech. En 2016, il n'y avait que Peter Thiel, le fondateur de PayPal, qui soutenait Donald Trump. Aujourd'hui, du coup, voilà, tout le monde s'y est mis. Elon Musk, bien évidemment. De quoi? Il est fait. Ah, c'est vrai, il est un peu fêlé, je suis d'accord. Mais tout le reste du coup de la tech s'est tourné vers Donald Trump. On a vu même Mark Zuckerberg, qui était supposément un patron un peu progressiste, démocrate, etc., faire allégeance à Donald Trump. Le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, pareil. David Sachs, un autre patron de la Silicon Valley, pareil. Donc tous ont pris, encore une fois, tous ont défendu en fait la candidature de Donald Trump. Et d'ailleurs, les secteurs financiers ne s'y sont pas trompés, puisqu'au moment où Donald Trump a été élu, les actions des fonds de capital investissement ont augmenté, les hedge funds ont immédiatement gagné 1,2 milliard d'euros, et les actions du secteur des énergies propres se sont effondrées, pendant que ceux des énergies sales montaient. Alors, maintenant qu'on voit que en fait, on pourrait faire des analyses similaires, je vous les épargne pour des raisons de temps, mais on pourrait faire des analyses similaires pour Javier Milei en Argentine et en fait dans d'autres secteurs, dans d'autres pays. Dans la plupart des pays où l'extrême droite monte, globalement, en fait, une part du patronat soutient et en fait est derrière et soutient encore une fois la diffusion de ces idées. Alors pourquoi est-ce que le patronat n'est plus content avec le néolibéralisme, qui lui a pourtant tant donné, et pourquoi se tourne-t-il vers l'extrême droite? Alors par exemple, dans le cas de la France, on peut être un petit peu surpris, puisque après la Deuxième Guerre mondiale, donc
vous savez que pendant la Deuxième Guerre mondiale, une part du patronat français a eu des liens avec le fascisme, évidemment, des liens très proches avec le fascisme, mais après la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, ça s'est un peu... ces liens se sont distendus et en tout cas n'étaient plus visibles. Donc il y avait toujours des patrons qui étaient proches de l'extrême droite, mais en tout cas, publiquement, le patronat ne s'affichait plus avec l'extrême droite. Le MEDEF a toujours parlé, pendant des années, continué de tenir la ligne du cordon sanitaire. Globalement, on ne voyait pas de grands patrons s'afficher avec l'extrême droite. Et puis ça s'est maintenu comme ça jusqu'aux années 2000, où la situation s'est transformée et où on s'est mis encore une fois à voir ces patrons soutenir l'extrême droite. Même si on prend l'exemple de Bolloré d'ailleurs, Bolloré jusque dans les années 2000, c'était un libéral classique, comme tous ses autres amis des patrons du CAC 40, et il n'avait absolument pas, il ne défendait absolument pas les positions de combat civilisationnel, de défense de l'Occident chrétien qu'il se met à défendre depuis une quinzaine d'années. Alors comment on peut expliquer ce changement? L'explication qui pourrait paraître la plus simple, c'est l'explication par les convictions personnelles. Donc on pourrait se dire qu'apparaît une nouvelle génération de patrons qui, pour des raisons de motivation religieuse ou principalement de motivation religieuse, décideraient du coup de soutenir des orientations politiques autoritaires. Je pense que ce n'est pas complètement satisfaisant et ça me paraît plus intéressant de regarder ce qu'il en est du côté de leurs intérêts matériels, de leurs intérêts économiques, puisqu'encore une fois, on a quand même du mal à imaginer que dans plusieurs pays, à peu près au même moment, tout d'un coup, plein de gens plein de patrons se mettent à avoir des convictions religieuses proches. Bon. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une division au sein du patronat français et aussi au sein du patronat américain, si on reste sur ces deux exemples. Il y a une partie du patronat qui s'est mis à critiquer le modèle néolibéral parce qu'ils l'ont jugé trop étatiste, notamment depuis les crises financières de 2008 et depuis la crise Covid. C'est-à-dire que pendant la crise financière de 2008, il y a une part des patrons qui considèrent que l'État a trop dépensé d'argent pour éviter que cette crise ait des répercussions trop grandes sur la population, et de la même manière, considèrent que pendant la crise Covid, les États ont dépensé trop d'argent là aussi pour soutenir le pouvoir d'achat, les conditions de vie d'une partie des classes moyennes et populaires. Et cette partie-là du patronat souhaite du coup pouvoir... Attendez. Et cette partie-là, en fait, du patronat, c'est globalement, si on essaie de se dire c'est qui, c'est globalement un patronat plus récent qui s'est développé dans les années 90-2000 et qui n'est pas un patronat qui s'est développé dans les années 60-70, qui correspond du coup à des secteurs de la finance alternative, de la tech, qui sont là encore une fois des secteurs récents, moins liés à la bourse, moins liés au mode d'accumulation qui s'est développé dans les années 70-80 et qui du coup n'a pas les mêmes aspirations politiques. Notamment les aspirations politiques, encore une fois, de ces secteurs patronaux plus récents, c'est de réduire les contraintes imposées par les organisations régionales et internationales. Ce sont des patrons qui trouvent que l'Union européenne c'est trop contraignant, qui trouvent que le FMI c'est trop contraignant, qui trouvent que l'Organisation mondiale du commerce c'est trop contraignant et que ces organisations régionales et internationales qui ont soutenu pourtant le néolibéralisme, qui ont soutenu les patrons des années 70-80, ces nouveaux patrons considèrent qu'aujourd'hui ces organisations sont trop interventionnistes et qu'elles essayent d'organiser le marché de manière trop autoritaire, je ne sais pas trop dire ce terme, mais c'est un peu l'idée. La deuxième chose qu'ils souhaitent politiquement, c'est pouvoir étendre le champ des actifs. Qu'est-ce que ça veut dire étendre le champ des actifs? Ça veut dire, quand on dit qu'une chose est un actif, ça veut dire qu'on transforme une chose en un actif financier, c'est-à-dire qu'on peut acheter et revendre et sur lequel on peut faire du profit. Donc par exemple, quand on transforme une entreprise en actif, ça veut dire qu'on la privatise, qu'on la met sur les marchés, qu'on dit voilà, maintenant vous pouvez l'acheter, la revendre, elle est devenue un actif financier. Eux, ils souhaitent étendre le champ des actifs, et notamment à la nature, et à la santé, et aux actifs vivants, humains ou non humains. Et donc ça suppose aussi d'éviter à tout prix qu'il y ait des réglementations, notamment des réglementations environnementales, qui empêchent ce mouvement d'extension des actifs. Et la troisième chose qu'ils souhaitent, c'est que l'État soit réduit à sa seule fonction de garantie de la propriété privée et qui se désengage complètement des questions sociales et climatiques. Donc ça crée du coup des intérêts politiques un peu différents des intérêts politiques du patronat des années 80-90 qui soutenait les options néolibérales, et du coup ce patronat-là se tourne vers, encore une fois, des organisations autoritaires. D'ailleurs, on l'a très bien vu, puisque Donald Trump, quand il a été élu
Il a immédiatement proposé des mesures favorables au secteur pétrolier, anti-organisation internationale, et il a fait des nominations anti-service public, anti-environnementales, qui vont complètement dans le sens des intérêts économiques de cette seconde finance et du secteur de la tech, et dans le cas particulier d'Elon Musk, par exemple, qui servent complètement ces affaires. Alors, deux petits derniers points pour conclure. Est-ce que c'est la même chose en France? Est-ce qu'en France, du coup, le programme économique du Rassemblement national, il serait aussi favorable à ces nouveaux patrons? Est-ce qu'on observe la même situation? Alors, je pense que Maxime voit plus que moi fonctionner le Front National à l'Assemblée nationale. C'est difficile en fait de dire ce qu'il en est du programme économique du Rassemblement national, parce que ce qui le caractérise, c'est qu'il est complètement introuvable dans une forme unifiée. Puisqu'il y a le programme tel qu'il est en ligne, et puis il y a par exemple le 14 septembre, le Rassemblement national a publié son livret économique à destination des entreprises. Donc là, c'était un autre programme dans lequel il n'y avait pas les mêmes mesures que dans le programme. Et puis il y a leur activité parlementaire qui est elle-même encore parfois différente et du programme et du livret. Donc c'est pas complètement simple de s'y retrouver dans le projet économique du Rassemblement national. Cela dit, leur activité parlementaire, je dis juste 3 mots, mais encore une fois, elle a été par exemple favorable aux propriétaires immobiliers et aux fonds d'investissement immobilier qui sont complètement, qui font complètement partie de ce nouveau patronat dont je parlais précédemment, notamment en s'opposant aux obligations de rénovation énergétique et en favorisant la mise en actif du parc immobilier. Ils ont aussi proposé un élargissement du pacte Dutreil, ça ne va pas du tout vous parler, mais le pacte Dutreil, c'est un pacte qui permet de transmettre son entreprise à ses enfants, et le pacte donc, avec une fiscalité allégée, mais je vous dis juste ce point technique, même si c'est un peu technique, mais le pacte Dutreil, ça permettait de transmettre son entreprise à ses enfants, mais pour éviter que ce soit de la pure spéculation, il fallait que l'enfant s'engage à la garder quand même 6 ans, avant de la revendre et avant de la transformer en actif, etc. Donc là, par exemple, le Rassemblement national propose de faire sauter cette clause, ce qui là aussi est très favorable au secteur financier, qui souhaite que toutes les entreprises puissent être achetées et revendues sans attendre 6 ans. Donc c'est encore un cas. Et puis il propose aussi la création d'un grand fonds souverain de 500 milliards d'euros. La BPI, qui est le fonds souverain actuel français, c'est 43 milliards d'euros. Donc 500 milliards d'euros, c'est 10 fois plus, c'est complètement dément, qui permettrait de drainer toute l'épargne des Français et de la diriger vers la finance alternative. Donc comment est-ce qu'on peut qualifier ça, ce qu'on voit apparaître là, cette extrême droite là, qui fleurit partout dans le monde? Je pense qu'une bonne façon de la caractériser, c'est de parler de liberté, c'est un peu barbare comme terme, mais c'est de parler de libertarianisme autoritaire. Alors pourquoi parler de libertarianisme? Parce que sur le terrain économique, ils sont absolument libertariens, c'est-à-dire qu'ils sont favorables à ce que, encore une fois, que l'État soit réduit à sa seule fonction de défense de la propriété privée. Et ce n'est pas la même chose que les néolibéraux. Je vous donne juste un exemple. Les néolibéraux pensent que l'État, des gens comme Emmanuel Macron, il est un petit peu en train d'être tangent, mais disons, les néolibéraux classiques, le RPR, par exemple, à l'époque où il existait, leur ligne classique, c'était de dire, l'État néolibéral classique, c'est de dire l'État doit organiser par exemple la concurrence. Donc il doit vérifier qu'il n'y ait pas de monopole qui se crée dans l'économie, il doit malgré tout lever l'impôt. Ça c'était l'État néolibéral classique. Peter Thiel par exemple est un libertarien américain, qui est par ailleurs donc, le fondateur de PayPal, un homme très puissant, un soutien de Donald Trump. Il considère que la loi de la concurrence c'est pour les losers et que les impôts c'est illégitime. Donc lui, il considère que l'État ne doit même pas du tout intervenir, même de manière minimale, dans l'économie d'aucune façon. Donc ils sont libertariens sur le plan économique, mais ils sont autoritaires sur le plan social, c'est-à-dire qu'ils sont favorables à réduire les libertés civiles et les libertés civiques. Ça peut paraître étrange de dire que les libertariens sont autoritaires et veulent réduire les libertés. Mais ça n'est pas complètement étrange, puisqu'en fait, si vous considérez que la liberté principale, c'est la liberté de propriété privée, vous considérez que si une autre liberté vient entrer en contradiction avec celle-ci, c'est toujours la liberté de propriété, la liberté d'accumuler qui doit l'emporter. Et c'est tout. Voilà. Donc du coup, c'est... Et puis, la dernière chose, c'est qu'ils ont une approche non conséquentialiste de la liberté. Là, c'est un point un petit peu technique, mais les néolibéraux, des gens comme Hayek dans sa première période, les penseurs néolibéraux, ils pensaient que si on laissait chacun
s'enrichir autant qu'il voulait, etc., la société dans son ensemble progresserait et s'enrichirait. Donc il y avait l'idée qu'en autorisant chacun à accroître de plus en plus ses biens et son enrichissement, ça profiterait au final au collectif. Chez les libertariens, c'est une approche non conséquentialiste de la liberté, c'est-à-dire on défend la liberté d'accumuler par principe, quoi qu'il en coûte pour les collectifs. Même si ça ne devait pas du tout conduire à un enrichissement collectif, c'est pas grave, puisque c'est une question de principe. On défend par principe, encore une fois, quoi qu'il en coûte, la liberté d'accumuler. Donc c'est cette idéologie nouvelle, qui est à la fois libertarienne sur le plan économique et autoritaire sur le plan social, elle se diffuse dans toute une série de think tanks qui existent aux États-Unis et qui existent de plus en plus en France, dans des endroits comme l'IFRAP, comme l'Institut Molinari, comme l'IREF, comme l'IFP, comme l'Institut Sapiens, et puis elle se diffuse dans des médias, où là aussi, donc de plus en plus, on voit ce genre d'idées se répandre et se développer. Voilà, je m'arrête là, mais juste pour dire du coup que c'est, en fait, ce n'est pas quand une orientation politique gagne, c'est pas juste, elle gagne pas juste électoralement parce qu'elle a réussi à convaincre, c'est pas juste le problème c'est pas juste qu'elle a réussi à convaincre des classes populaires et moyennes, c'est qu'en fait elle est soutenue, y compris qu'elle est soutenue par une part du patronat, ce qui lui donne des moyens financiers, des moyens médiatiques de convaincre et de s'imposer socialement. Ce qui signifie du coup en face que pour résister à la montée de l'extrême droite, il faut avoir en tête qu'il y a un enjeu du coup de créer des coalitions et d'être capable du coup de s'opposer à, pas juste à un parti politique, mais à un parti politique qui est soutenu par différentes fractions du monde social. Voilà. Merci beaucoup Marlène. Merci aux militants et militantes de la France Insoumise qui m'ont fait aussi l'honneur de m'inviter aujourd'hui pour être à tes côtés dans cette conférence. Bonjour à toutes et tous, qui étaient nombreux, je crois, à la manifestation déjà tout à l'heure. Alors, je crois que nos interventions vont être assez complémentaires, même si on ne s'était pas mis d'accord avant. Effectivement, il y a vraiment un enjeu à lutter contre l'extrême droite. Et lutter contre l'extrême droite, donc moi je vais vous le dire de mon point de vue de député depuis 3 ans, et de ce que je constate à l'Assemblée nationale, qui évidemment est incarnée contre le RN. Et donc commencer par dire et redire ce que c'est que le RN et ce que fait le RN. Donc je vais revenir sur les votes, tu en as dit un mot rapidement. Mais pour moi, c'est aussi lutter contre la droite en général, puisque mon point de vue, c'est que l'extrême droite, c'est jamais que la droite empire, et c'est quand même lutter contre le racisme en particulier. D'abord, commencer par dire que l'heure est grave, puisque, on le voit, l'extrême droite, elle progresse partout. Orban a gagné en Hongrie, Meloni, merci. Pourtant je l'ai écrit, a gagné en Italie, c'est Milei, voilà, c'est là avec lui que je confondais, a gagné en Argentine il y a maintenant 1 an et est en train de dépecer l'État argentin à coups de tronçonneuse, même si c'est que symbolique. À la fin, voilà, c'est un vrai bûcheron. Et on le voit aux États-Unis avec Trump, et la question qu'on peut se poser, c'est en France, on en est où? Alors moi, je vous invite à lire, en plus de l'excellent bouquin de la poésie, le livre de Johann Chapoutot, là, que je viens de terminer, qui s'appelle Les irresponsables, qui a porté Hitler au pouvoir. Et ce qui est très frappant quand on lit ce livre, c'est qu'à chaque page, on pourrait remplacer les noms, qui sont tous allemands évidemment, puisque ça parle de l'Allemagne des années 30, par des noms français, et il n'y aurait pas une grande différence, quoi. Il y a énormément de points communs. Bon, d'abord, évidemment, l'Allemagne des années 30, c'est une crise économique avec de grandes inégalités et une aristocratie qui s'accroche à ses privilèges, en particulier incarné par le président de l'époque, Hindenburg. C'est un paysage médiatique qui est formaté par un bourgeois fanatisé. Alors là-bas, il s'appelle Hugenberg, à l'époque. C'est la droite et le centre qui gouvernent ensemble sur une ligne, dans le bouquin on dit libéral autoritaire. Le mot de l'époque, c'était pas encore le libertarianisme, mais on n'est pas très loin finalement. Et donc une espèce de socle commun, on dirait en France, ou d'extrême centre, qui finit par refuser le résultat des élections tout simplement parce qu'ils n'ont pas de majorité. Toute ressemblance avec la situation actuelle n'est pas fortuite. Une extrême droite politique qui fait des scores, certes très importants, mais qui en fait n'a jamais la majorité absolue. On raconte toujours Hitler a gagné le pouvoir par les urnes. Bah non, en fait, il n'a pas gagné le pouvoir par les urnes. Je ne vous fais pas la démonstration là, vous lirez le bouquin. Et cette extrême droite, elle est incarnée dans 2 partis. Donc le
parti nazi, celui d'Hitler, et aussi un autre parti d'extrême droite qui s'appelle le DNVP, et qui était mené d'ailleurs par Hugenberg, le type des médias dont je vous ai parlé tout à l'heure, et le NSDAP à l'époque, donc le parti nazi, il présentait un faux caractère social et par contre un vrai caractère, un vrai programme nationaliste. Des organisations violentes, l'ASA, l'ASS qui font le coup de poing dans la rue, j'en dirai un mot tout à l'heure, une bourgeoisie qui fait le choix de soutenir le nazisme dès les années 30, et un parti socialiste, le SPD là-bas, qui s'abstient sur une motion de censure pour assurer la stabilité et qui permet finalement à un gouvernement libéral autoritaire de se maintenir. Petite chose que j'ai appris aussi dans ce bouquin, c'est que la République de Weimar, qui avait cours en Allemagne à l'époque, a servi de modèle au général de Gaulle pour écrire la constitution de la Ve République. Bon. Alors, on espère, nous, que ça va se finir autrement en France que ça s'est fini en Allemagne à l'époque, surtout que quand le président Hindenburg décide d'appeler Hitler au pouvoir, en fait, les nazis étaient en plein reflux électoral. Donc c'est pour vous montrer que ça pourrait se finir autrement, d'où l'idée de dire quand même extrême droite, la résistible, attention, on n'est peut-être pas condamné à vivre le même sort. Et la dernière remarque que ça m'inspire, la lecture de ce bouquin, c'est que on n'essaye pas l'extrême droite. Vous savez, on croise toujours des gens qui disent « Ouais, mais ceux-là, on les a pas essayés. » Ouais, mais en fait, on n'essaye pas l'extrême droite, parce que quand on essaye Hitler en 1933, il n'y a pas encore les camps de la mort, il n'y a pas la solution finale. C'est, entre guillemets, juste un parti d'extrême droite. Et en fait, on essaye Hitler et puis on se retrouve avec la Shoah. Là, on le voit avec Trump aux États-Unis, ça fait 2 mois qu'il est là. Je sais pas, enfin, j'imagine que vous êtes comme moi, la vitesse à laquelle ça va, c'est juste incroyable et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Donc on n'essaye pas l'extrême droite. Ça, c'était voilà, la première remarque sur l'heure est grave quand on fait cette petite comparaison. Le RN est en pleine stratégie, vous le savez, de dédiabolisation. Mais bon, il ne suffit pas de porter un costard-cravate à l'Assemblée, parce que même s'ils sont très disciplinés, comme vous l'êtes aujourd'hui d'ailleurs, et s'ils sont très sages, alors ils sont très sages, sauf par exemple quand mon collègue Sébastien Delogu brandit un drapeau palestinien dans l'hémicycle. Alors là, maintenant, vous comprenez, c'est le crime de lèse-majesté. Ils sont très sages, sauf quand mon collègue Carlos Martins Bilongo pose une question sur les migrants qui traversent la Méditerranée et qui meurent là-bas. Là, évidemment, on lui dit qu'il retourne en Afrique. Ils sont très sages aussi, mais tu y as fait référence, je crois, on parle de la même chose. On a 15 députés du RN, c'est-à-dire plus de 10% du groupe quand même, qui est membre d'un groupe Facebook fermé où s'échangent des messages racistes, haineux, d'appel à la violence. Alors, j'imagine que beaucoup le savaient en venant ici. Il y en a peut-être qui ne le savaient pas. Il faut dire que la presse n'en a pas fait grand cas. Et on a aussi 7 cadres du RN, dont plusieurs députés, qui sont membres d'un autre groupe Facebook qui s'appelle les Barjols, qui est décrit dans le site Les Jours comme ça. Un groupuscule d'ultra-droite soupçonné d'avoir projeté un attentat contre Emmanuel Macron fin 2018. Nous, on n'a jamais voulu faire ça. De tuer des exilés, d'enlever des élus ou encore de brûler des mosquées. Donc le RN, c'est aussi ça aussi. Tout à l'heure, je vous parlais des années 30 en Allemagne, la SA, la SS. C'est des gens, enfin je veux dire, les cadres du RN, les députés du RN, ils ont des liens directs avec des groupuscules non seulement qui diffusent des discours haineux, mais en plus qui en viennent aux mains. 3 exemples récents. À Rennes, la semaine dernière, où vous avez peut-être vu qu'il y a une milice privée qui est venue tabasser des gens dans qui faisaient une partie, tout simplement. Vous avez eu à Angers des militants d'extrême droite qui ont forcé des étudiants à faire un salut nazi dans la rue, comme ils n'ont pas voulu, ils se sont fait tabasser. Je vous parle juste des dernières semaines. Et à Paris, vous savez qu'il y a une organisation turque qui projetait le film Z, donc c'était une soirée antifasciste. Ils sont venus se faire tabasser par des militants, des espèces de petits nazions, qui ont quand même poignardé, alors il s'en est sorti, mais un militant de CGT qui était présent là, et quand ils sont sortis dans les rues, ils beuglaient Paris est nazi. Donc on est là-dedans, quoi. Le RN a des liens structurels avec ces groupuscules de nazions qui, maintenant, non seulement défilent dans nos rues, mais agressent des gens. On en est là. Deuxième chose, je vous disais, le RN, pour moi, l'extrême droite, c'est la droite extrême, finalement. Quand vous regardez les votes et les discours des députés RN, vous vous rendez compte, alors c'est vrai que si vous allez regarder leur littérature, entre guillemets, on ne sait jamais trop à quoi on a affaire d'une élection à l'autre, mais quand vous regardez ce qu'ils disent et ce qu'ils votent à l'Assemblée nationale, c'est structurellement Macron compatible. Il y a un continuum idéologique vraiment qui va des macronistes au RN, sur la politique économique, sur le travail, sur la fiscalité, sur le logement, sur la propriété privée, sur l'héritage,
sur la démocratie, sur le rôle des forces de l'ordre, sur les dominations, et j'en passe. Alors, ça se voit pas toujours parce que le RN, justement, tu l'as dit un petit peu sur l'histoire des patrons, mais il se cache toujours derrière le petit patron, le petit agriculteur, l'ouvrier qui a cotisé toute sa vie pour s'acheter son petit pavillon, et donc il faut qu'on vote la loi Kasbarian, soi-disant anti-squat, en vérité anti-locataire. Mais à la fin, ce qu'il vote, et tu l'as montré, tu as donné quelques exemples, c'est des dispositions qui servent pas le petit patron, le petit agriculteur ou je ne sais quoi, qui servent le MEDEF, qui servent la FNSEA, qui servent les multipropriétaires bailleurs. En fait, on est en plein dans le darwinisme social. L'idée que, en fait, c'est chacun sa pomme, hein, le moins d'État possible, sauf pour la police, et puis après, chacun essaye de tirer son épingle du jeu. Donc l'extrême droite, voilà, c'est d'abord pour moi la droite en version extrême, et je pense que c'est important que les gens le sachent plus, parce que malheureusement, comme je vous ai dit, ils sont très sages à l'Assemblée, et jamais les médias ne mettent le projecteur sur leurs votes qui sont exactement les mêmes que la droite et que les macronistes, le macronisme qui n'est jamais qu'une autre version de la droite également. Alors, c'est la droite en version extrême, avec le racisme en encore plus poussé. Un seul exemple, sur le repas à 1 € pour les étudiants, ils étaient d'accord, sauf pour les étrangers. Les étrangers peuvent crever la dalle, ou ils peuvent, je ne sais pas, accumuler 14 boulots pour réussir à manger. Voilà. Le vrai fond idéologique du RN, pour moi, c'est l'UDR, c'est le parti de Ciotti. Parce que eux, pour le coup, ils disent exactement, je pense moi, ce que ferait le RN si demain ils étaient au pouvoir. La seule distinction officielle, elle est sur les retraites, c'est-à-dire que Ciotti, tous les députés UDR, ils disent non, mais il faut bosser jusqu'à la mort, 67, 68, 70 ans. Bon, Marine Le Pen, elle a changé 3 fois d'avis en 15 ans, donc on ne sait pas trop où est-ce qu'elle en est. Mais ils ont très souvent, non seulement les mêmes interventions à l'Assemblée, ils sont toujours assis côte à côte, et finalement l'UDR, ils sont plus francs, plus radicaux dans leur ultralibéralisme, mais je pense qu'il faut vraiment regarder ce qu'ils disent et ce qu'ils font, et dire aux gens, en fait, si tu votes RN, c'est du ciotisme que tu vas avoir à l'arrivée. Le vrai fond idéologique du RN aussi, pour moi, c'est Trump. Sur le rapport à la vérité, sur la fameuse liberté d'expression qui est en fait considérée comme un droit de raconter n'importe quoi et de faire des appels à la haine, donc ce qui n'est pas exactement la définition de la liberté d'expression, sur la fameuse écologie punitive, hein, évidemment. Donc je pense qu'il c'est intéressant aussi de souligner ces parallèles et de dire que là aussi, si le RN demain prend le pouvoir, si Marine Le Pen, Jordan Bardella prennent le pouvoir, en fait c'est du Trumpisme qu'on va avoir. Et moi je ne suis pas sûr qu'on ait une majorité de Français qui soient d'accord pour ça. En vérité, il y a les gens qui votent RN aujourd'hui, alors il y en a toute une partie qui le font parce que fondamentalement ils sont sensibles à ce discours raciste, il y a des choses que tu as décrites tout à l'heure, mais je pense qu'ils ne s'identifient pas à Donald Trump, ils n'ont pas envie de lui, ils n'ont pas envie de ça pour la France, et donc d'où l'intérêt de le dire. Alors, sur leur vote un peu précisément. D'abord, sur les débats budgétaires, vous aurez peut-être noté que, comme la droite classique, ils sont obsédés par le déficit et par la dette. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Évidemment, quand il faut faire attention au déficit et à la dette, eh ben, il faut couper dans les services publics, etc. Donc, rien de très original, finalement, que la droite classique me dise d'habitude. Et puis, je rappelle quand même qu'ils ont voté avec les macronistes contre la partie recette du PLF, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc projet de loi de finances. Cet automne, donc, on discutait du budget, avec les nombreux amendements portés par les députés des 4 groupes du Nouveau Front Populaire, on avait quand même réussi à trouver 75 milliards d'euros de recettes supplémentaires quand M. Barnier, à l'époque, qui n'est resté que 3 mois, en voulait 60. Et résultat, le Rassemblement national a voté contre cette première partie du PLF, la partie recettes. Donc, à la fois, ils sont obsédés par la dette, par le déficit, mais en fait, quand il faut aller trouver l'argent là où il est, il n'y a plus personne du côté de l'extrême droite. Donc ça, je crois que c'est aussi important à rappeler. D'ailleurs, à chaque fois, ils veulent faire des économies, ils dénoncent le matraquage fiscal, ils veulent faire des économies sur le train de vie de l'État. Et on ne sait jamais vraiment sur quoi. Alors si, sur tous les trucs qui permettent de mener des politiques écologiques, et quand même sur les étrangers, sur les migrants, même si, enfin je veux dire, à chaque fois quand vous mettez en balance les dépenses qui sont faites pour l'accueil des migrants et en fait les recettes qu'il faudrait trouver, je veux dire, le compte n'y est pas, quoi. Donc même si, voilà, ça marche pas. Donc, si vous regardez après les votes précis sur tout un de textes, pardon, le RN vote beaucoup plus souvent les amendements LR et les amendements macronistes que les amendements de la gauche, LFI ou
ou même du reste du Nouveau Front Populaire. A l'inverse, nous, on vote jamais les leurs. Alors, je vous ai fait une petite sélection des pires votes identiques entre le RN et la Macronie. Évidemment, ils ont voté contre la revalorisation des pensions de retraite au niveau du SMIC, qui était dans le programme du Nouveau Front Populaire, contre l'encadrement des salaires dans les entreprises, contre l'encadrement et le gel des loyers, contre un minimum de régulation de l'installation des médecins, il ne faudrait quand même pas froisser nos amis les médecins, sur la fiscalité, contre le rétablissement de l'ISF, mais par contre pour la suppression de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui a remplacé l'ISF depuis 2017 grâce à Macron. Bah oui, ça coûte un peu cher le château de Montretout quand même, dans lequel a grandi Marine Le Pen, pour des primes plutôt que des hausses de salaire, contre les taxes sur les yachts, les jets privés et les produits de luxe. Et puis sur la dimension qu'on appelle souvent régalienne, j'ai dit tout à l'heure dans la manifestation, mais ils ont voté le projet de loi, enfin qui était à l'époque un projet, et donc qui est maintenant une loi, la loi Asile-Immigration en janvier de l'année dernière, une loi qui intègre des vieilles revendications du FN et pas seulement du RN ripolliné avec Marine. Parce que quand on parle de préférence nationale, c'est bien Jean-Marie Le Pen qui a mis cette idée dans le débat il y a maintenant une cinquantaine d'années. Voilà, donc je crois que c'est important de souligner ces nombreuses convergences idéologiques entre le RN et la Macronie, et il faut montrer que le RN ne sera jamais, si demain il gouvernait, une version extrémisée du macronisme. Je ne vois pas vraiment ce que les classes populaires, les classes moyennes ont gagné à tout ça. Montrer qu'aucune de ces mesures n'est favorable à la France qui se lève tôt, mais bien plutôt à celle qui reste au lit, et que c'est là qu'est la véritable injustice, c'est là qu'est l'argent à trouver pour financer les services publics, et accessoirement, si je puis dire, c'est là que se constatent les modes de vie écocides, parce qu'on sait que les ultra-riches ont un mode de vie qui est beaucoup plus nocif pour la planète que celui des classes moyennes ou des classes populaires. Alors enfin, le RN dit quand même, pour rassurer tout le monde, si je puis dire, qu'ils iraient encore plus loin dans le harcèlement des étrangers. Bon, d'abord, je ne vois pas comment on irait plus loin, et je ne vois pas comment ça pourrait être plus efficace de leur point de vue, puisqu'on en est déjà à 30 lois en 40 ans sur l'immigration. Je ne sais pas ce qu'on peut faire encore pour pourrir la vie des étrangers ou des immigrés, et par ailleurs, c'est soutenir un certain nombre de mesures complètement stupides, comme vous le savez, la suppression de l'aide médicale d'État. En fait, les microbes, ils ne regardent pas si vous avez des papiers, si vous êtes en règle, ils circulent. Donc voilà, donc ça nous rendrait juste tous malades si demain on supprime l'aide médicale d'État pour les étrangers, et à la fin ça coûtera plus cher pour les finances publiques. Dernière chose, je disais en introduction, bon, à la fin il faut quand même lutter aussi contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie. Lutter contre le racisme, c'est d'abord rappeler des faits, donc non, il n'y a pas de grand remplacement. Moi, je ne sais pas vous, mais on n'a pas vu 3 fois, 4 fois, 5 fois plus d'étrangers débarquer à Troyes dans les 10 ans qui viennent de s'écouler. Donc le grand remplacement, c'est quelque chose qui n'existe pas. Non, obtenir des papiers aujourd'hui en France, c'est pas facile. Moi, je peux vous dire, en étant député, hier, j'ai tenu, comme chaque mois, une permanence en mairie, et je vois tout le temps des gens qui viennent me dire « ça fait 10 ans que je suis en France, j'ai déjà reçu 2 OQTF, mon dossier, il passe pas, pourtant, je travaille, je paye des impôts, je paye des cotisations sociales. » Non, aujourd'hui en France, c'est pas facile quand on est étranger d'obtenir des papiers. Sur la question des OQTF, les obligations de quitter le territoire français, ah bah oui, il y en a très très peu en proportion qui sont exécutées par rapport à celles qui sont prononcées. Oui, mais c'est peut-être parce qu'il y en a beaucoup trop qui sont prononcés en vérité, qui ne devraient pas être prononcés. Et on se retrouve avec parfois des enfants qui sont enfermés dans les CRA, dans les centres de rétention administrative. Donc certes le chiffre il existe, mais le problème il est pris à l'envers. La vérité c'est que la plupart des gens qui quittent leur pays de naissance, c'est rarement de gaieté de cœur, et qu'en général ils ne l'ont pas choisi, ils ne viennent pas là pour toucher des allocs, et que, bah tiens, s'ils ont choisi la France, c'est peut-être pas un hasard. C'est peut-être parce que, bien souvent, la France, c'était le pays colonisateur des pays d'où viennent les gens qui arrivent chez nous, entre guillemets, qui arrivent dans notre pays. Donc, voilà, il ne s'agit pas de s'auto-flageller. Moi, j'y suis pour rien si on a colonisé des pays il y a 2 siècles. Mais voilà, en tout cas, ça fait partie de notre histoire. Il y a 2 siècles, oui, et parfois moins que ça. Et puis, dernière chose, la position géographique de la France et son histoire, elle fait que c'est un pays, enfin, on est un peuple qui a toujours été pluriel, qui a toujours été métissé, qui a toujours été créolisé, et c'est une vraie richesse, et donc on ferait mieux de parier là-dessus. Donc à la fin, lutter contre l'extrême droite, voilà, c'est rappeler ce que c'est que le RN, et puis
et c'est tenir un discours de gauche, et c'est rappeler notre devise, liberté, égalité, fraternité. Je vous remercie pour vos présentations. Voilà, moi j'en profite pour remercier aussi les militants FI qui ont préparé cette journée. Je vous rappelle qu'il y a la librairie Les Passeurs de Textes sur une vente des livres dont on a parlé. Et une petite sélection, voilà. Oui, bonjour, merci pour cette conférence. Je voulais vous poser une question par rapport à la chute significative de la bourse aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que ça pourrait retourner une partie du patronat qui voit ses actions chuter ou ralentir Trump sur ses décisions économiques? Bonjour, merci pour vos deux causeries. Quelle analyse faites-vous du vote RN dans le monde agricole et dans le monde agricole dans notre région? Moi, je m'interroge sur la vision donc, des grands patronats qui ne veulent plus d'un État interventionniste, mais que font-ils de toutes les subventions que touche le grand patronat? De la population sera condamnée à CNews ou ce genre d'obscénité. Alors, sur la bourse aux États-Unis qui chute, je pense que c'est très intéressant d'observer ça. Très difficile de se prononcer pour l'instant, je ne dis pas ça pour botter en touche, mais vraiment, comme tout ça se passe en ce moment, je ne vois pas la personne qui a posé la question, pardon. Ah voilà, excuse-moi. Oui, comme ça se passe vraiment en temps réel et que l'élection est récente, c'est difficile en fait de le mesurer. Ce qui est certain, c'est que, comme je le disais, de mon point de vue, enfin l'analyse que je fais, c'est qu'on est dans un... Il y a des périodes de l'histoire où le patronat est uni autour des mêmes intérêts politiques, et puis il y a des périodes de l'histoire où le patronat est désuni et où il n'a pas les mêmes intérêts politiques. C'est pas une classe qui marche toujours comme un seul homme. Il y a des moments où elle marche comme plusieurs hommes et d'autres moments où elle marche comme un seul homme. Et en ce moment, je pense qu'elle marche comme deux hommes, et que donc il y a un clivage dans le monde patronal américain comme dans le monde patronal d'ailleurs français en ce moment. Donc il y a toujours une partie du patronat qui est derrière Biden, qui continue de soutenir le Parti démocrate, qui, attention, ne sont pas des gauchistes, loin de là, qui sont eux-mêmes une organisation politique pro-patronale. En fait, les démocrates comme les républicains ont des politiques pro-patronales, mais qui ne sont pas favorables au même patronat. Donc c'est difficile de dire si... c'est difficile de dire dans quelle mesure Donald Trump va continuer d'être soutenu par le patronat qu'il a porté au pouvoir et continuer de réussir à rallier, parce qu'il y a aussi un truc de pragmatisme chez le patronat. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un est élu, on travaille avec lui, voilà, quel qu'il soit. C'est-à-dire on coproduit des lois avec lui, on travaille avec l'équipe qui a été élue, même si ce n'était pas l'équipe qu'on aurait soutenue au départ. Donc est-ce que Donald Trump va réussir ça, c'est-à-dire continuer d'être soutenu par le patronat qu'il a porté au pouvoir, et puis rallier à lui ceux qui ne voulaient pas de lui mais qui vous sont bien obligés de faire avec là, ou est-ce qu'au contraire son radicalisme libertarien va finir au contraire par vraiment fâcher une partie du patronat? C'est vraiment trop difficile de le dire. Ce qui est certain, c'est qu'évidemment, si la bourse ne se relève pas, ça va évidemment affecter ses soutiens patronaux, bien évidemment. Sur la question des subventions, en fait c'est intéressant, il y a une économiste régulationniste qui s'appelle Daniela Gabor, qui est vraiment super, qui est une anglaise et une roumaine, enfin une anglo-roumaine, bref, qui a mis en place le concept de de-risking state pour décrire exactement ce dont on parle là, enfin ce dont vous parlez avec votre question et ce dont on parle, c'est-à-dire que dans le projet autoritaire, il y a l'idée que ce que les élites attendent de l'État, c'est qu'il soit un État dérisqueur, c'est-à-dire que sa fonction soit de garantir la propriété privée et d'assumer les risques des opérations financières. C'est-à-dire que c'est un petit peu en fait une forme contemporaine de la formule de Marx, privatiser les profits, collectiviser les pertes, collectivisons les pertes, privatisons les profits. C'est-à-dire que quand les opérations financières se passent mal, l'État renfloue les banques, l'État, et donc en fait nous, la population continue de soutenir, enfin assume en fait les pertes du secteur privé, mais à l'inverse, quand le secteur privé et quand les secteurs financiers notamment gagnent de l'argent, là par contre, les profits ne sont pas redistribués à la population. Donc la forme moderne de ça, c'est vraiment l'État dérisqueur. Bon, il y a des mécanismes plus précis qui permettraient d'expliquer ça. Les fonds souverains, par exemple, ça marche exactement comme ça. C'est de l'argent public qui vient en support des investissements privés et qui du coup assume une part des risques. Donc en tout cas, ça, non, enfin oui, on peut être libertarien et quand même continuer de trouver qu'on a le droit d'avoir des subventions
Et cette idée d'état des rigueurs, ça permet bien d'y répondre. Sur la question de la culture, je pense que Maxime aura évidemment aussi une réponse. Ce que je voulais juste dire, c'est que pour la culture, pour l'instant, je ne sais pas, mais en tout cas pour la recherche, qui quand même pour moi est une part de la culture, une part de... on voit bien ce qui se passe en ce moment avec Donald Trump, et nous, voilà, au CNRS par exemple, on discute avec les Américains, on est très embêtés, nos collègues sont complètement paniqués de la situation, ils n'ont plus le droit de faire des recherches sur ce qu'ils veulent faire, il y a toute une série de mots qui sont interdits, vous le savez, on ne peut plus dire genre historique, on ne peut plus dire transition, on ne peut plus dire réchauffement climatique, ce qui est d'ailleurs effectivement amusant, c'est des promoteurs du droit d'expression, mais en fait dans les faits, ce sont des censeurs qui interdisent des mots et qui interdisent des recherches. Donc voilà, je sais, ça ne répond pas exactement à ce qu'est la culture, mais en tout cas l'extrême droite est capable d'être incroyablement, de censurer incroyablement, de censurer les livres. Il y a maintenant des livres qui sont interdits aux États-Unis aussi, des livres qui sont importants pour notre patrimoine culturel commun. Voilà, donc je ne sais pas ce qui se passera en France, mais je trouve que c'est évidemment très inquiétant sur ce qu'il en est du rapport à la culture, à la recherche, à la science de l'extrême droite. Merci. Je vais répondre sur 3 questions. Je commence par celle sur la culture. Alors la culture, c'est moins mon domaine, mais je vais répondre... je suis d'accord pour dire qu'en fait, il faut regarder là aussi qu'est-ce qui se passe aux États-Unis avec Trump pour à peu près comprendre ce que ferait le RN au pouvoir. Mais sur l'enseignement supérieur, il y a un exemple concret, je ne l'avais pas dit dans mon inventaire à l'après-vert tout à l'heure, mais le RN a voté pour la création d'une commission d'enquête sur le respect des valeurs de la République dans l'enseignement supérieur, puisque l'enseignement supérieur est évidemment accusé de dérive wokiste, c'est-à-dire exactement le vocabulaire et l'idéologie de Donald Trump aux États-Unis. Il y a quoi? Il y a un coup de foulard. Oui, ça doit être ça. Donc voilà pour ma réponse sur la culture, je ne peux pas faire beaucoup mieux. Sur la question des subventions pour le patronat, et donc on va redire quand même que c'est 200 milliards chaque année qui sont donnés aux entreprises sans contrepartie, sans vérifier qu'ils l'utilisent intelligemment ou pour créer des emplois ou pour décarboner leur production, etc. Le RN n'est pas hostile en fait à toutes ces subventions. Alors de temps en temps, ils viennent soutenir un amendement que nous on a déposé pour dire non mais c'est pas possible que ça fonctionne comme ça, donc ils viennent dire ah oui c'est vrai que quitte à filer des milliards aux grandes entreprises, il faudrait quand même être sûr que ça serve à quelque chose, mais bon, il n'y a pas de contradiction fondamentale. Donc à partir du moment où le RN n'est pas hostile aux grands patrons, il n'y a pas de raison que les grands patrons ils soient hostiles au Rassemblement national. Et une autre référence sur l'Allemagne des années 30, c'est alors là c'est un roman, mais c'est basé quand même sur des faits réels, c'est l'Ordre du jour d'Éric Vuillard. Je vous invite vraiment à lire ça, où il décrit un peu par le menu, même si c'est romancé, la manière dont la bourgeoisie industrielle choisit, en fait, fait le pari d'Adolf Hitler à un moment où il en avait vraiment besoin, parce que sinon il n'aurait peut-être jamais pris le pouvoir en réalité. Et dernière chose, c'est sur la question sur le RN et l'agriculture, et le monde agricole. En fait, je pense que les agriculteurs, alors, d'abord, ils peuvent être perméables aussi aux idées racistes, on ne va pas se raconter l'histoire, mais c'est pareil, moi je me garderais de faire des généralités dans le monde agricole. D'abord, vous avez la Confédération paysanne, j'espère quand même que c'est un peu moins le cas, et puis même dans des gens qui sont à la FNSEA. Pourquoi on est à la FNSEA? Des fois parce que tout simplement c'est le syndicat majoritaire, donc on préfère être du côté du manche. Maintenant il y en a qui sont un peu plus à la coordination rurale, qui a gagné dans les élections, dans les chambres agricoles, qui a gagné quelques départements là récemment. Mais c'est aussi la crise d'un modèle. En fait, ça fait 50 ans qu'avec les politiques de l'Union européenne, on a forcé les agriculteurs à faire n'importe quoi sur le plan écologique et sur le plan de la production. Et aujourd'hui, tout le monde se rend compte que c'est pas possible de continuer comme ça. Donc nous, à gauche, avec les écolos, etc., on dit en fait, c'est pas possible, il va falloir changer. Et forcément, ça coince. Parce que vous avez des gens qui ont investi énormément d'argent dans un modèle agricole qui tient pas la route, qu'il faudrait changer. Et c'est là qu'on retrouve le fameux élément de langage de l'écologie punitive. Et donc forcément, ça crispe. Alors, je finis là-dessus, mais l'année dernière, au Salon de l'agriculture, on avait envoyé une forte délégation de la France Insoumise. L'agriculture, ça fait partie de la commission des affaires éco dans laquelle je siège, et notamment Aurélie Trouvé, qui est maintenant présidente de la commission, avait eu des discussions avec tous les syndicats, mais même avec la coordination rurale. Et je peux vous dire que les échanges privés entre Aurélie et la présidente de la coordination rurale, ça n'avait rien à voir avec ce que disait l'ACR sur les plateaux. Donc en fait, ils étaient relativement ouverts. Et puis là, ça s'est un peu radicalisé, mais voilà, je pense que c'est la crise d'un modèle agricole, et non seulement qui leur coûte la peau des fesses, je pense,
il y a une forme de... Enfin, ils sentent bien que ce qu'ils font, ça tient pas la route, donc il y a une forme de culpabilisation, et bah, c'est insupportable en fait de se dire qu'on empoisonne les gens plutôt que de les nourrir. Mais en vérité, c'est quand même ça qui se passe. Et puis, il n'y a toujours rien qui est fait pour les assurer d'un revenu digne si précisément ils travaillaient en agroécologie ou en agriculture biologique. Voilà ce que je peux dire. Déjà, merci beaucoup pour cette conférence, elle a été très intéressante. Je vais peut-être expliquer un peu la situation avant de poser la question. Il y avait la fac de Troyes qui a été évoquée en début de conférence. Et pour expliquer un peu la situation là-bas, elle reste quand même assez vide politiquement, puisque la seule orga qui est apparue physiquement là-bas reste l'UNI. Donc, ce qui fait qu'il y a un sentiment d'insécurité pour des personnes à gauche comme moi. Et puis les étudiants entre eux restent quand même individualistes, puisqu'ils n'ont pas très envie de s'engager politiquement pour faire valoir leurs droits d'étudiants. Donc, comment est-ce qu'on peut éveiller ces étudiants-là? Moi, c'est pas tellement une question, je voudrais faire une analyse concrète de tout ce que vous avez dit. En réalité, il n'y a rien à redire. Mais sur le RN, je pense qu'il y a quelque chose d'important. Il faut le dire. Si on n'avait pas nos émigrés, qui c'est qui ferait nos poubelles? Qui serait dans les hôpitaux? Nos médecins émigrés, ils sont traités comme des chiens dans les hôpitaux. Ils n'ont même pas les mêmes salaires. C'est là-dessus qu'il faut combattre le racisme. Et je vais revenir, je vais poser plutôt une question philosophique par rapport à Israël et ce qui se passe à Gaza. Je pense que les victimes d'hier, pourquoi deviennent-ils aujourd'hui les bourreaux d'aujourd'hui? C'est une question à poser au bac français et philosophique. Voilà ce que je voulais dire. Mais par contre, au niveau du Front National, je pense qu'on ne tape pas assez. Marine Le Pen, c'est Père Le Pen. Moi, je vais vous dire pourquoi. J'ai fait l'Algérie. J'ai vu les tortures en Algérie. J'ai vu quand ils passaient la gégène sur le clitoris des femmes et sur les seins pour les faire parler. J'ai vu les corvées de bois. Comment on ne peut pas expliquer à la population française ce que c'est que le RN en rappelant les faits? Bon, c'est tout ce que j'ai appris par contre au sujet du racisme et des préfets qui donnent les laissez-passer ou pas laissez-passer. Je pense qu'il faudrait qu'on ait dans toutes les préfectures de France des Jean Moulin. Alors, oui, moi j'avais une question, c'est pour revenir sur Trump en réalité. J'ai vu qu'ils ont supprimé, en parallèle, Apple et Google ont supprimé de leur calendrier le mois de la Pride ainsi que la lutte pour la journée internationale des droits des femmes, ainsi que Black Lives Matter, tous les mouvements sociaux en fait. Et parallèlement, ils ont supprimé, ou en tout cas ils ont suspendu, on ne sait pas, le site de la Constitution américaine sur le site du gouvernement, on ne peut plus y accéder. Et moi du coup j'avais une question, est-ce que ça serait parallèlement quelque chose qui possiblement pourrait se passer en France? Est-ce qu'il pourrait par exemple, comme aux États-Unis, sans forcément de majorité absolue, gouverner par exemple par décret et faire des choses de ce style, de censure constante, etc. Merci. Pour répondre déjà à Maxime, par rapport à notre député réélu dans la première circonscription, la presse n'en a pas beaucoup parlé, sauf la presse locale, qui a consacré un entrefilet à l'existence du groupe Facebook et une page d'explication auto-justificatrice du député en question pour dire que c'était pas de sa faute, qu'il ne pouvait pas être au courant de tout et que franchement il faisait tellement de travail pour la France à l'Assemblée nationale, tu es bien placé pour le savoir, que franchement il n'y avait pas d'occasion de se disputer pour ces petits problèmes d'intendance. Après, je voudrais revenir sur une question qui me semble fondamentale et qui me tracasse beaucoup, par rapport en particulier à ce qu'écrit Marlène dans son livre. Moi, je commence à être inquiet, je comprends l'inquiétude, mais je commence à être inquiet qu'on se focalise uniquement dans la critique du fascisme sur des exemples caricaturaux comme Milei, Trump et les quelques autres qu'on a cités. Pourquoi? Déjà, un exemple.
la diplomate en chef de l'Union européenne, qui est en train de nous entraîner dans une éventualité de guerre avec la Russie, qui est en tout cas en train de préparer très sérieusement les esprits, et quelqu'un qui préside un gouvernement qui envisage l'interdiction de la langue russe à la minorité russophone dans son pays. C'est un gouvernement qui a démoli tous les monuments à la gloire des résistants antifascistes pour mettre en place des monuments qui sont des monuments à la gloire des héros nationalistes. Donc faisons attention, le fascisme, il est partout. Et plutôt que de parler en termes de pays, en termes de président de pays, il va falloir peut-être revenir à parler en termes de classe, beaucoup plus en termes de classe, ce que tu fais tout à fait dans ton truc. Après, justement, et c'était ma troisième question, parce que ça me tracasse beaucoup, j'en ai déjà parlé un petit peu, donc vous allez dire que je radote, mais dans ton intervention, tu reprends la fameuse devinette sur l'homme à trois pattes en disant les libertariens, ils envisagent l'homme comme un actif à conquérir, on investit dans lui pour la formation, on maximise le profit en le faisant travailler, et on envisage sa dépréciation, donc là ce terme absolument horrible, on envisage sa dépréciation dans la maladie et dans la mort. Et donc tout ça, ça peut faire de juteuses affaires pour les mutuelles, enfin je ne vous fais pas le dessin. Ça évoque tragiquement deux événements qui sont des exemples même de révolution citoyenne. Ce qui se passe en Grèce à l'heure actuelle, en Macédoine du Nord et en Serbie. En Grèce, il y a eu 2 ans un accident qui était horrible de train dans lequel sont morts des étudiants pauvres, 57 d'un coup. Et les Grecs ne s'y sont pas trompés. Ils y ont vu une conséquence des cures d'austérité qu'il y a eu, et le fameux Mitsotakis qui gouverne la Grèce n'est rien d'autre qu'un Macron papiste, puisqu'il était élu avant Macron. La deuxième, c'est ce qui s'est passé en Serbie. En septembre, non, je dis des bêtises, en novembre, un auvent est tombé à la gare de Novi Sad et a tué 15 personnes. Petit détail, l'auvent était neuf. Petit détail, l'auvent avait été construit grâce à des marchés corrompus, tout le monde le sait, de la bureaucratie au pouvoir. Et ça a déclenché un mouvement populaire essentiel. Alors, lisez des articles, allez voir, mais rendez-vous compte que c'est des gens qui sont sur un pays de 6 millions d'habitants, arrivaient à mobiliser plus de 400 000 personnes à Belgrade. Faites le compte par rapport à Paris, imaginez combien on pourrait être sur les trottoirs. Donc c'est un vrai problème, ils ont créé une vraie solidarité. Mais ce à quoi je voulais poser la question, c'est est-ce qu'on n'en est pas à ce stade ultime qu'il faut se poser, qui est la question de la vie et de la mort. Vous savez, hein, viva la muerte, que disaient les fascistes. Parce que quel est l'emblème de résistance de ce mouvement qui a passé les frontières? C'est la main ensanglantée. C'est-à-dire qu'on dit maintenant en lutte populaire, en lutte de peuple. C'est plus seulement une question de manger, c'est plus une question de santé, c'est plus une question de climat et tout, c'est une question de vie et de mort. Et c'est la petite conclusion que je ferai par rapport à ça. Donc, comment tu interprètes ça par rapport à la dérive financière que l'on a? Et dernière chose, parce qu'on l'a encore constaté ici, faisons attention, mes camarades. Quand on parle de l'extrême droite, c'est bien de s'interroger sur les dangers qu'elle présente, mais posons toujours que le principal argument qu'on a, c'est de dire que nous, on est pour une société des jours heureux, et qu'il faut proposer des choses, plutôt que de dire simplement aux gens qu'il faut qu'ils aient peur. Oui, non, je voulais juste revenir, puisqu'il a été question de la faculté, c'est mon secteur. Et donc juste revenir sur cette question, je crois qu'il faut faire attention, parce que lutter contre l'extrême droite, c'est lutter contre l'UNI, et lutter contre l'UNI, c'est ouvrir une perspective à tous ces étudiants qui ne sont pas d'accord, notamment avec le plan d'économie qui est tracé par le président de l'université. Les choses sont concrètes. Moi, j'ai en mémoire d'avoir emmené une manifestation syndicale qui devait se terminer devant la préfecture, de l'avoir emmené sur le parvis de la faculté, et il y avait là quand même une bonne centaine d'étudiants qui étaient là pour accueillir les syndicats et qui ont, je dirais, ovationné la prise de parole, en l'occurrence de ma modeste personne pour le syndicat FO, comment dire, contre les fermetures de formation. Les choses sont concrètes. Les fermetures de formation à la faculté de droit, c'est concrètement interdire aux... Nous entendons bien.
Ah, pardon, ça c'est mon problème, j'enlève le micro si vous voulez, ce sera plus simple. C'est purement et simplement interdire aux enfants des classes populaires d'accéder à l'université en les obligeant d'aller sur Reims et avec tous les frais que cela engage. Donc, et je voudrais passer l'information suivante, c'est que les choses ne sont pas complètement jouées. J'ai appris cette semaine que le président vacillait, oscillait. D'un côté, il annonçait les fermetures, de l'autre côté, il se mettait en recul par rapport à ces fermetures. Pourquoi? Parce qu'il y a une résistance. Il y a une résistance des enseignants, il y a une résistance des étudiants, et moi je crois que notre tâche, c'est comment organiser cette résistance. Alors nos camarades jeunes insoumis ont commencé déjà à aller faire une diffusion sur la faculté, je pense que c'est la bonne méthode. Faire front à l'UNI, c'est tout simplement, je veux dire, aller sur le terrain et, je veux dire, les extirper en tout simplement faisant valoir qu'il faut préserver les formations. Je dirais, point de nous parler de culture et de tutti quanti, la culture, c'est déjà préserver l'université et, comment dire, l'accès à l'université à tous. Dernier point juste, puisque je suis sur le cadre universitaire, vous savez, le racisme, il s'infiltre par tous les moyens et par tous les ports. À l'université, nous avions une femme qui est d'origine gabonaise, qui fait le ménage, l'entretien de la faculté. Eh bien, la présidence a décidé qu'elle le faisait évidemment en contractuel, on ne va quand même pas leur donner des statuts, ces gens-là. Eh bien, elle a tout simplement été rebasculée dans une société de nettoyage. Et après, on viendra nous dire, cette femme, elle est mère de famille, elle a un enfant, elle est femme seule, et on va nous dire, ah bah oui, mais les classes populaires, ils tiennent pas leurs jeunes, etc., etc., etc. Et nous, comme syndicat d'ailleurs, là, on a écrit au président de l'université pour lui dire, c'est nous la cause, c'est nous la faute. Donnons des statuts à tous ces gens-là. Je pense que c'est, je veux dire, ce biais-là, qui est la manière, alors il faut l'idéologie, ça c'est sûr, mais qui est la manière de lutter et de mobiliser concrètement pour, entre autres, bouter dehors l'UNI des universités. Voilà, c'était tout. Je m'excuse, c'était pas une question. Rapide question. Vous avez fait référence tout à l'heure aux élections législatives partielles organisées voulues par notre président. Et à un moment donné, dans le discours politique, est arrivée une comparaison entre l'extrême droite et l'extrême gauche, en disant que c'était les deux menaces pour la France. Comment est-il possible que dans le personnel politique, il y ait pu y avoir autant de raccourcis quand on connaît l'histoire et l'engagement de l'extrême gauche dans la résistance, ou dans l'histoire de France globalement? Comment ce raccourci a-t-il pu être énoncé, répété et répété à foison, ce qui fait qu'on est retrouvé sur des scores assez bizarres. Ici, il y a une circo en fait, où un candidat du Nouveau Front Populaire n'a pas été soutenu par le candidat de droite qui était arrivé en 3e position. Donc c'est quand même assez, c'est des discours assez dangereux et je pense qu'on est dans un contexte assez délicat. Et je pense qu'effectivement, pour combattre le Front National, la meilleure façon de le faire, puisque ça fait longtemps que moi je combats le Front National, l'important ce qu'il faut c'est apporter des solutions, apporter les jours heureux et apporter des solutions concrètes et importantes. Je pense que les Français veulent, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur coutume, quelle que soit d'où ils viennent, on veut foutez-nous la paix. Macron, foutez-nous la paix, on veut vivre, on veut des salaires, on veut bouffer tranquillement, on veut aller à l'école, on veut étudier, on veut voyager, on veut vivre, simplement. Voilà, c'est ça les beaux programmes, voilà, nos jours heureux, c'est un beau slogan, beau programme. Bon, merci pour toutes vos questions. Bon, d'abord, oui, complètement d'accord, c'est-à-dire, oui, les jours heureux. À la fois, il faut faire, je pense, c'est important ce qu'on a démontré un peu tous les deux, et d'ailleurs, ce que certains ont dit aussi, c'est quoi l'extrême droite, c'est quoi le Rassemblement National, c'est pas juste des gens sympathiques en costard-cravate et qui font pas trop de bruit à l'Assemblée. Donc, il ne s'agit pas de jouer sur les peurs, mais il s'agit quand même de bien décrire l'ennemi et de dire, voilà, si demain Marine Le Pen, elle gouverne la France, c'est ça qui va se passer. Donc,
Ça, il faut le dire, et en même temps, il faut mettre en avant nos propositions pour changer la vie des gens et faire des jours heureux, je suis d'accord avec ça. Sur la question de... Effectivement, on a été renvoyé, on dit d'ailleurs, on continue de dire, nos adversaires politiques, les extrêmes. Alors, c'est pas, vous allez croire que je suis obsédé par ce livre, c'est un peu vrai, mais ce que dit Chapoutot, c'est que dans les années 30, ce que ensuite des historiens ont qualifié de l'extrême centre, en Allemagne qui s'appelait le Zentrum, là, donc qui gouvernait avec la droite et qui a fini par appeler Hitler, il renvoyait aussi dos à dos les extrêmes, mais enfin quand même surtout les communistes. Voilà, donc on n'aime pas les extrêmes, mais finalement avec les nazis on peut bosser, les communistes ça va quoi. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé en France, donc je pense que ça aussi c'est important à dénoncer. Et pour chiffrer ce que tu disais, le fait que les LR aient renvoyé dos à dos aux dernières législatives les candidats, en particulier les candidats LFI et les candidats RN, on a calculé que ça avait coûté à peu près 50 sièges. Ça veut dire qu'à l'heure où on parle, il pourrait y avoir 50 sièges de plus à gauche, ça veut dire que ce serait peut-être 240, il y en aurait 50 de moins au RN, ça veut dire qu'il serait un peu moins de 100. C'est pas du tout le même rapport de force, et c'est beaucoup plus difficile dans ces conditions pour Emmanuel Macron de refuser d'appeler Lucie Questet, qui était la candidate du Nouveau Front Populaire. Donc effectivement, c'est pas des discours qui sont anodins, c'est des discours qui ont des conséquences concrètes, quoi. Peut-être que j'enchaîne avec ça. La question c'était, est-ce que finalement ce que fait Trump, la vitesse où ça va, est-ce que c'est possible en France? Mais vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, la constitution de la 5e République, elle ressemble méchamment à celle de l'Allemagne des années 30, et de toute façon, on le voit au quotidien. Je veux dire, on a pris des 49.3 sur la tête à l'appel depuis 2022. Le président de la République a décidé tout seul de la dissolution. Quand je dis tout seul, c'est à peine s'il a consulté son propre camp, d'ailleurs, il lui garde un chien de sa chienne. Il a refusé Lucie Questet, c'est-à-dire il a refusé le résultat des élections. À la fin, le Nouveau Front Populaire n'a pas eu la majorité absolue, mais c'est quand même la force politique qui est arrivée première. Il y a même eu quand même quelques anciens caciques de droite pour s'émouvoir un petit peu du fait que dans une démocratie, normalement, le premier truc c'est de respecter le résultat des élections. On a eu la parenthèse des Jeux Olympiques, bah oui, on ne pouvait pas avoir de gouvernement parce qu'il fallait qu'on aille applaudir les champions. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, si demain le RN prend le pouvoir, il n'y a pas... Elle n'a pas besoin de faire un coup d'État, en fait, pour diriger de manière extrêmement autoritaire, puisque je ne dis pas que Macron, c'est extrême droite. Hein, depuis le début, je n'ai pas dit ça. Hein, mais bon, c'est-à-dire, il gouverne quand même de manière relativement autoritaire, y compris avec la police, pour réprimer tous les mouvements sociaux. Je ne vous refais pas les gilets jaunes, etc. Donc, il n'y aurait pas grand-chose à changer, et ça veut dire que nous, on fait ce qu'on peut en tant que modeste député d'opposition, c'est-à-dire ce qu'on peut, c'est pas grand-chose, mais à la fin, il faudra une résistance populaire si jamais elle gagnait. Je dis juste un dernier, je vais très vite sur l'Algérie pour dire que l'Algérie, en ce moment, le principal, celui qui met de l'huile sur le feu, c'est Retailleau. Et Retailleau, il n'est pas membre du RN, il est ministre. Voilà. Donc on en est là aussi. Et puis sur la fac, alors la fac, moi j'en ai une sur ma circo et j'ai toutes les peines à essayer de faire en sorte que ça décolle. Moi j'ai la fac de Champs-sur-Marne, l'université Gustave Eiffel, et alors la droite n'est pas très implantée, la droite étudiante, mais la gauche non plus. Et pourtant, il y a des camarades, il y a quelques étudiants, il y a quelques profs, ils ont essayé de monter des choses, on peine. Un petit mot sur l'Uni, l'exemple de Strasbourg, je ne sais pas si tu es au courant, mais l'Uni à Strasbourg, parce que bon, on fait grand cas de visuels soi-disant antisémites. L'Uni à Strasbourg, organisation étudiante, a créé un jeu de cartes clairement antisémite. Enfin, je veux dire, là, c'est écrit dessus, quoi. Et alors, mon collègue Emmanuel Fernandez, du coup, a déposé plainte, et je ne sais plus le détail de l'histoire, mais il faut rappeler ce que c'est que l'Uni, et il faut dire aussi qu'on peut lutter contre l'Uni, y compris par des moyens légaux. Je termine juste là-dessus. Le fascisme, c'est aussi dans la rue, et ça c'est mon collègue Raphaël Arnaud qui le dit, il ne s'agit pas d'aller à la baston. On ne va pas s'armer demain, forcément, mais être présent comme on l'a fait aujourd'hui, c'est montrer qu'on existe. Et le rapport de force, il est d'abord dans le nombre. Montrer qu'on est plus nombreux à dire siamo tutti antifascisti, c'est par là que ça commence. Voilà. Merci beaucoup. Je ne vais pas répondre à tout. Rapidement sur la question de Apple, Google qui supprime des agendas, des calendriers, etc., la Journée internationale du droit des femmes,
le mois des fiertés, etc. Alors, et donc la question c'était, est-ce qu'en France ça pourrait aller aussi vite? Est-ce qu'on pourrait gouverner par décret? Alors, deux réponses. Maxime l'a dit, donc je souscris totalement. Oui, en France, il y a des moyens légaux qui permettent de gouverner de manière non démocratique déjà. Donc, du coup, oui, ça peut aller vite. Et par ailleurs, je trouve que ta question pose aussi le problème de notre souveraineté numérique et puis du pouvoir qu'est laissé à des entreprises privées, puisque là, dans ce cas-là, il ne s'agit pas, c'est pas l'État qui a demandé, c'est pas l'État qui a dit il faut que vous supprimiez cette journée, ce sont des initiatives d'entreprises privées, mais d'entreprises privées qui sont tellement rentrées dans nos vies qu'en fait, on ne pourrait pas fonctionner sans utiliser leurs services. Et nous, en France, on aurait quand même beaucoup de mal à fonctionner sans Apple et sans Google, dans la mesure où on n'a pas développé pour l'instant d'alternatives suffisantes pour qu'on puisse du coup en faire usage. Donc ça nous rend très dépendants déjà des entreprises privées, mais là en l'occurrence d'entreprises privées qui font le choix de soutenir Donald Trump et qui font le choix de soutenir cette orientation politique. Et enfin moi par exemple mon agenda est sur Google, j'ai un Mac, voilà, enfin je veux dire je vis avec ces entreprises, donc et je m'en sers quotidiennement pour travailler, pour échanger avec mes proches, etc. Donc voilà, je trouve que ça pose la question des décrets, mais ça pose aussi la question encore une fois, de notre souveraineté numérique. Sur la question des exemples caricaturaux et du fait que, est-ce que parler de Donald Trump et de Javier Milei, est-ce que c'est pas uniquement aller chercher des exemples caricaturaux? Alors, moi je ne pense pas. Déjà, ça fait beaucoup de monde, enfin je veux dire Donald Trump, Javier Milei, Bolsonaro au Brésil, Giorgia Meloni en Italie. Certes, on laisse peut-être dans l'analyse de côté, pour des raisons un peu de facilité de l'analyse, des pays dans lesquels il y a aussi de l'extrême droite qui se développe mais qui n'est pas forcément au pouvoir, ou alors qui est au pouvoir et dans des pays qui sont moins centraux. Mais ce qui est quand même la raison pour laquelle on se focalise sur ces pays-là, c'est que ce sont des pays très puissants. Et que, en fait, les États-Unis, évidemment, que ça nous inquiète plus que l'extrême droite arrive au pouvoir aux États-Unis que dans un autre pays, parce que c'est la première puissance mondiale et que forcément, du coup, l'impact que ça a sur le monde, c'est la première armée mondiale aussi, enfin donc voilà, nécessairement ça nous... Voilà, donc c'est pas... et moi je ne crois pas par ailleurs que je pense que quand des leaders d'extrême droite arrivent au pouvoir, il est en ce moment, enfin dans cette nouvelle extrême droite libertarienne, on commence par dire que ce sont des trublions. C'était pareil avec Boris Johnson quand il avait une ligne libertarienne, on disait c'est une espèce de fou, etc., de fou à Londres et compagnie. Javier Milei c'est une espèce de fou, il parle à ses chiens, il consulte des voyantes avant de prendre des décisions politiques. Donald Trump c'était pareil, c'est un type, il y avait tous les psychologues qui allaient sur les plateaux, est-ce qu'il va pas être destitué pour des raisons de problèmes psychiatriques, que sais-je. En fait, peu importe, je ne sais pas ce qu'il en est de leur santé mentale aux uns ou aux autres. Certes, ils sont caricaturaux, mais en fait, ils sont une forme de nouvelle norme. Ils dirigent des pays, ils sont soutenus, ils ont du pouvoir et ils font le job pour lequel ils ont été soutenus. Donc voilà. Donc je ne pense pas que ce soit des caricatures et je pense que ce style un peu étrange qu'ils ont tous ne signifie pas qu'ils sont des caricatures. C'est... Voilà, je ne crois pas. Par ailleurs, je suis aussi d'accord avec le fait que bien sûr qu'il y a une porosité entre l'extrême droite et les organisations que j'appelle néolibérales. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a une rupture totale entre les néolibéraux d'un côté qui défendraient les libertés civiques et civiles et seraient par contre proches économiquement, et puis de l'autre côté les autoritaires. Bien sûr que tout ça est très poreux, bien sûr que plus l'extrême droite arrive au pouvoir dans notre pays, plus ça tire l'échiquier politique et plus ça tire du coup aussi les organisations néolibérales du côté de l'extrême droite. Donc bien sûr que cette porosité est très forte. Sur la question du coup de comment y résister, je voulais dire deux choses qui renvoient aussi à ce que vous disiez sur l'action de Force ouvrière. Je pense que, je l'avais déjà dit, mais je pense qu'une chose importante dans le fait de résister, c'est d'avoir en tête qu'on ne lutte pas contre une organisation politique uniquement par le discours, mais vraiment en créant des coalitions sociales. Et donc ça veut dire aussi en recréant des liens avec les organisations syndicales, avec les associations de locataires, dans les quartiers, avec le... Enfin, voilà, qu'en fait, ça passe, prendre le pouvoir socialement, prendre le pouvoir tout court, ça passe pas que par les discours, ça passe aussi par toute une stratégie d'implantation locale et d'implantation auprès des corps intermédiaires, de création de liens aussi auprès d'un certain nombre d'artistes, enfin voilà, dans les médias, auprès d'un certain nombre de médias, voilà. Donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, donc du coup, c'était juste parce que vous parlez de ce qu'a fait FO, mais et la deuxième chose, je ne sais plus qui a dit ça, mais je pense que c'est très juste. Il y a vraiment aussi la question de créer un imaginaire, créer un narratif désirable et créer un futur désirable. Et ce qu'a réussi à faire Donald Trump, ça nous paraît très étrange, nous, vu d'ici, c'est à créer un futur désirable
qui ne nous ressemble, enfin qui est très loin de ce qui pourrait paraître être un futur désirable en France, mais qui est construit autour de l'idée qu'on va se libérer d'un état obèse et interventionniste, et en fait on va être maître chez soi, donc on va avoir le droit de s'armer, de posséder notre maison, d'être violent avec nos femmes, d'être... mais avec un truc du coup, enfin voilà, un truc aussi en positif, voilà, on sera fort, on sera chez nous, un peu un truc de retour à l'époque du Far West, mais dont on comprend bien que ça puisse être un peu excitant, un peu fédérateur, un peu faire rêver, voilà, enfin, un truc un peu, un mélange de retour du Far West, de traditionnalisme dans les rapports de genre, et puis de droit de s'armer, de droit d'être puissant chez soi, et donc du coup de retrouver une sorte de puissance, voilà. Donc je dis pas du tout que, enfin en tout cas, bon évidemment cet imaginaire, c'est difficile d'imaginer qu'il soit désirable, mais c'est comme ça, de fait ça marche. Et donc je pense que se pose la question pour la gauche, mais la gauche y travaille, mais se pose la question pour la gauche de ne pas avoir un discours qui soit juste de retour à la période de l'État-providence, retour à la période des services publics, retour vers le passé, mais de créer un futur, un imaginaire qui soit encore une fois fédérateur et désirable, ce qui n'est pas évident, mais voilà. Et puis il y a une question à laquelle je ne réponds pas, c'est la question de la guerre. Voilà, du coup voilà, je la laisse de côté, mais effectivement c'est une question très importante. Bon voilà, ce serait trop long.